Il est 7 heures sur l'ensemble des réseaux synchronisés de Solo Média. Le journal, voici les principaux titres. Thierno Alassane Sall ne lâche toujours pas du lest et porte plainte devant la justice espagnole. Le leader de la République des valeurs soutient qu'il y a bel et bien détournement de 37 milliards de francs CFA dans l'affaire Azer. La sortie du Premier ministre Ousmane Sonko sur la renégociation des contrats pétroliers et miniers n'est pas du goût de l'APR. Cela peut avoir des conséquences néfastes et peut même faire douter les entrepreneurs. C'est l'avis de Oumar Youm de l'APR. Vous l'entendrez dans ce journal. Et puis, crise dans le secteur de l'éducation nationale. La coalition des organisations en synergie pour la défense de l'éducation publique, COSYDEP, appelle l'État et les syndicats d'enseignants à la table de négociation pour sauver l'éducation sénégalaise à presque 3 mois des vacances scolaires. L'Inter, le sport et la revue de la presse mettront un terme à ce journal. À la présentation de cette édition, Fatou Abdoundiaye, la technique est assurée par Mohamed Thiam et Baba Edara. Bonjour et bienvenue. Affaire Azer, le député Thierno Alassane Sall ne démord pas face à la presse. Le leader de la République des valeurs soutient mordicus qu'il y a bel et bien détournement de 37 milliards de francs CFA. Il interpelle Ousmane Sonko de sortir de son mutisme et de se prononcer sur cette affaire. Thierno Alassane Sall a tenu une conférence de presse hier après-midi. Il est au micro de Khalifa Babacar Fall. Si on s'en fie au communiqué du Conseil des ministres du 11 mars, il en a parlé en disant que le projet Azer d'électrification rurale connaît des lenteurs dues à des problèmes douaniers, des problèmes. Que je sache d'abord, un communiqué du Conseil des ministres doit être plus rigoureux et mieux tenu. Parce que l'Azer a au moins 2 projets, à ma connaissance, c'est le projet BIT et le projet AE Power. Lequel parle-t-il? Mais ensuite, si c'est le projet AE Power, en tout état de cause, les 37 milliards n'ont même pas servi à acheter du matériel pour qu'il y ait des problèmes à la douane. Les 37 milliards ont disparu. Et donc, il n'y a même pas de matériel qui soit, en tout cas dans le cadre de ce projet, qui soit bloqué à la douane ou ailleurs. Et pourquoi, dans cette conférence de presse-là, il a semblé dire que l'Azer a renégocié pour avoir dans les projets 500 villages de plus, mais qu'ils aient 1000 villages de plus, 2000 villages de plus, peu importe, il faut que le travail démarre. C'est comme si l'entrepreneur qui devait vous faire un bâtiment de 20 étages, vous lui avez remis votre argent, 19 mois après, vous n'avez rien trouvé qu'un terrain nu où des ânes s'amusent, vous l'avez au téléphone parce que l'entrepreneur il n'est pas ici, vous n'arrivez même pas à le voir. Pourquoi le Premier ministre ne dit pas que l'argent a disparu? Et pourquoi ne dit pas quelles sont les mesures qu'ils ont entreprises? Quel est leur problème? Restons sur cette affaire. Les interrogations autour du marché d'électrification rurale impliquant l'Azer AE Power se doublent désormais d'une nouvelle polémique au ministère de l'Agriculture avec le projet Intermac. Face à la persistance des zones d'ombre, des lanceurs d'alerte ont annoncé leur intention de constituer un dossier de dénonciation qu'ils comptent transmettre à l'Office national de lutte contre la fraude et la corruption. Leur attention se porte prioritairement sur l'affaire dite Intermac, un marché estimé à près de 85 milliards de francs CFA. Ce dossier est au centre des débats depuis les déclarations publiques du ministre Mabouba Diagne. Après avoir initialement vanté les mérites de ce projet, prévoyant la livraison de 3000 unités motorisées, tracteurs, motopompes pour moderniser l'agriculture et réduire les pertes post-récolte, le ministre a lui-même évoqué une possible surfacturation de l'ordre de 12 milliards de francs CFA. Ces affirmations ont enflammé l'opinion publique, d'autant qu'à ce stade, aucune conclusion officielle d'un corps de contrôle ou d'audit n'a été rendue publique pour étayer ces accusations. Pour les lanceurs d'alerte, seule une saisine formelle de l'OFNAC permettra d'examiner les documents contractuels et de déterminer s'il y a eu des irrégularités dans l'attribution et l'exécution de ces marchés. Parlons de tout à fait autre chose. La sortie du Premier ministre Ousmane Sonko sur les contrats miniers a fait réagir l'APR face à la presse hier. L'Alliance pour la République a tenu ce dimanche. Oumar Youm estime que les propos d'Ousmane Sonko risquent d'avoir des répercussions néfastes et cela peut même faire douter les entrepreneurs. Oumar Youm que je propose d'écouter. Il est au micro de Khalifa Babacar Fall. Quand il continue à avoir ce discours, il y a ce qu'on appelle l'effet de renchérissement des capitaux. C'est-à-dire que le Sénégal va être perçu comme un risque pays majeur. Et c'est arrivé. Aujourd'hui, on a les intérêts les plus élevés de la place africaine. Aujourd'hui, quand le Sénégal emprunte, c'est comme si c'est un pays en guerre qui emprunte. Parce que le taux d'intérêt, il est arrimé à un risque. Autant le risque est élevé, autant le taux d'intérêt est élevé. Parce que les gens, ce n'est pas des humanitaires. Ils viennent pour gagner de l'argent. Deuxième effet, c'est l'endettement économique. Et on y est de plein. Parce que
Aujourd'hui, tout le monde sait qu'il y a un repli économique évident. On perd des emplois, les sociétés ferment, les gens se déplacent parce qu'il y a d'autres places beaucoup plus nobles, beaucoup plus réceptives aux investissements que le Sénégal. Nous, on était pendant 10 ans la destination principale des investissements directs étrangers. Devant le Maroc, il n'y avait que l'Afrique du Sud, je pense, et l'Égypte, et on n'est pas comparable en termes d'espace, qui étaient devant le Sénégal. On était la première place en Afrique subsaharienne. C'est ce qui faisait que le Sénégal marchait, ce qui faisait qu'on avait des recettes, ce qui faisait qu'on avait la possibilité d'emprunter et de faire de grands projets sur les universités, sur beaucoup, les hôpitaux, etc. L'autre, c'est que quand on annonce comme ça des renégociations, on installe la peur dans le secteur privé, on installe la peur dans les entreprises. Parce que quand je commence par annoncer que je vais renégocier tel contrat dans le sens de resserrer, tout de suite, l'entrepreneur, il est inquiet, il est dans l'attentisme parce qu'il ne va plus se projeter, parce que c'est incertain. Et l'incertitude, c'est le facteur le plus bloquant d'un investissement. À l'instant, Oumar Youm, ancien ministre et membre de l'APR. La douane sénégalaise a réalisé une importante saisie de plus d'1 milliard de francs CFA en billets noirs dans le cadre de l'opération Coup de poing contre la criminalité financière. L'intervention menée par la subdivision de la douane de Kaolack a permis d'intercepter 695 coupures de $100 et 2931 coupures de $500 pour une contre-valeur estimée à 1 57 125 francs après une opération de surveillance et de filature. 3 individus ont été arrêtés à Diofior, c'est dans la région de Fatick. Ils sont actuellement en garde à vue et seront présentés au procureur de Kaolack. Cette saisie intervient après une autre prise récente de 730 millions de francs CFA dans la même zone, alors que les investigations se poursuivent pour démanteler les réseaux de faussaires. Au Sénégal, comme ailleurs, les arnaques liées aux transactions et aux courriers frauduleux se multiplient entre faux transferts d'argent et pièges de phishing. De nombreux citoyens se retrouvent victimes de cybercriminels. Faute de vigilance ou d'information, des témoignages illustrent l'importance d'adopter de bonnes pratiques numériques, notamment la protection des codes et mots de passe, devenue aujourd'hui la première barrière contre la fraude. C'est un récit de Mame Sokhna Dramé. Les arnaqueurs liés aux transactions financières prennent aujourd'hui de nouvelles formes et touchent de plus en plus de commerçants. Certains escrocs profitent de la confiance des vendeurs et utilisent de faux transferts d'argent pour repartir avec des marchandises sans payer. C'est ce qui est arrivé à Aïcha, commerçante dans un magasin d'habillement. Le client était très bien habillé et semblait être sérieux. Il a pris 3 chaussures et 2 pantalons et m'a dit qu'il allait payer par transfert d'argent. Comme je n'avais pas de code marchand, je lui ai fait confiance. Mais à sa sortie, il a simplement annulé le transfert. Quand je l'appelle, je tombe sur sa boîte vocale. Bon, au final, j'ai dû payer la somme de ma poche car elle a été retirée de mon salaire, vu que je ne travaille pas pour ma propre personne. Les commerçants ne sont pas les seuls visés par ces pratiques frauduleuses. Sur Internet également, les criminels multiplient les pièges à travers les mails frauduleux appelés phishing, destinés à récupérer les mots de passe et les données personnelles des utilisateurs. Mati, étudiante, en a fait la douloureuse expérience. J'ai reçu un email et j'ai cliqué dessus sans vraiment faire attention. On m'a demandé d'entrer mon mot de passe et je l'ai fait. Après cela, je n'avais plus rien dans mon compte. Ce jour-là, j'étais malade. J'avais trop mal à la tête parce qu'il m'a pris toutes mes économies. Depuis, je ne fais plus confiance aux emails que je reçois parce que c'est plus sûr. J'ai vraiment peur. Face à ces situations de fraude, les spécialistes de la cybersécurité appellent à la prudence. Ne jamais partager ses codes ou mots de passe. Vérifier l'origine des mails et se méfier des liens suspects restent des réflexes essentiels. Dans un monde de plus en plus numérique, la vigilance des utilisateurs demeure la première ligne de défense contre les arnaques. Mame Sokhna Dramé, mails frauduleux et des tentatives de phishing. Les spécialistes appellent à renforcer la sensibilisation et à adopter de bonnes pratiques numériques. Utilisation de mots de passe forts, vigilance face aux liens suspects. La cybersécurité passe aussi par le comportement des utilisateurs face à la multiplication des actes de vérification de l'origine des messages. Autant de réflexes essentiels pour éviter les pièges des cybercriminels et protéger ses données personnelles. Je vous propose d'écouter Hervé Hiro Moudoro. Il est expert en réseau informatique et télécommunications. Il est au micro de Mame Sokhna Dramé.
Le comportement des utilisateurs est un des éléments sur lesquels nous devons beaucoup travailler. La sensibilisation, l'utilisation aujourd'hui des mots de passe forts, savoir avoir une hygiène numérique très importante, aujourd'hui un élément qu'il faut mettre en avant dans la sensibilisation. Donc aujourd'hui, on a beaucoup d'utilisateurs qui vont sur des mails, qui vont sur des liens, qui ne savent pas qu'est-ce qu'ils vont avoir sur ces différentes pages et autres, et qui cliquent sur des liens pêle-mêle. Donc ça, il faudrait que ces personnes soient éduquées pour savoir quand je clique sur un lien, est-ce que c'est une page légitime, ou bien si par exemple je reçois des actions, des mails, par exemple des mails de phishing, est-ce que je dois cliquer ou pas. Donc il faudrait être très vigilant et il faut avoir ce que l'on appelle chez nous l'hygiène numérique. En fait, il faut regarder certains indicateurs, principalement qui vous envoie ce mail. Est-ce que c'est une personne avec laquelle vous avez l'habitude de communiquer? Est-ce que également on vous demande de passer à l'action? On va vous faire peur ou bien on vous fait du chantage? Tout ça, ce sont des petits éléments qu'il faut regarder dans le mail avant de passer à l'action. Parce que l'objectif, c'est de jouer sur la psychologie de sorte à ce que vous puissiez mordre à leur hameçon qu'ils ont lancé. Solo Media Group. L'information en temps réel. 7h est passée de 12 minutes. Vous écoutez le journal sur Solo Média. Parlons éducation. Le G7 prévoit de porter plainte contre le gouvernement du Sénégal auprès du Bureau international du travail. C'est pour violation des droits des enseignants au Sénégal, selon Amidou Djedjou, membre du G7. Cette plainte fait suite aux pensions sur les salaires, une décision gouvernementale qui est en déphasage avec la Convention 95 du travail qui encadre le salaire des travailleurs. Ainsi, le G7 entend poursuivre son 6e plan d'action ce lundi sur toute l'étendue du territoire national. Amidou Djedjou, membre du G7, est au micro d'Ibrahima Khalil Djemel. En fait, il s'agit d'une décision que le G7 a prise. Décision pour dire non à ce que nous avons constaté relativement aux ponctions de salaire. Je dois préciser qu'aucun enseignant, aucun responsable syndical n'est contre les ponctions de salaire. Mais pour nous, ces ponctions doivent être proportionnelles, transparentes, légales et conformes aux dispositions qui encadrent. En l'espèce, le constat, c'est que le gouvernement a fait ce que l'on pourrait appeler du maté national. Tout sauf une ponction régulière. Et c'est pourquoi le G7 décide de porter l'affaire au niveau du Bureau international du travail. En clair, le G7 portera plainte contre le gouvernement du Sénégal au niveau du bureau du BIT pour violation flagrante des dispositions de la Convention 95 qui encadre et qui protège le salaire du travailleur. Et sur cette question, nous allons être accompagnés par l'International de l'éducation qui a décidé aussi de nous accompagner puisque pour rappel, la question elle est sénégalaise mais elle a pris une dimension internationale que tout le monde suit au niveau international parce que justement, l'éducation pour nous, l'éducation pour le monde du travail est fondamentale et de ce point de vue, l'État doit rester dans les normes. Parmi nos revendications figure la problématique du recrutement d'enseignants parce que tous les Sénégalais ont constaté que dans tous les niveaux d'enseignement, dans tous les corps préscolaires élémentaires, moyens secondaires, il y a un déficit criard d'enseignants. Et de ce point de vue, le gouvernement a l'obligation de recruter. Le plan d'action en cours, le 6e du genre, il court jusqu'au lundi à partir d'un débrayage et d'un rassemblement dans toutes les inspections d'académie. Et pour Dakar, nous avons prévu de faire un rassemblement au niveau de l'IEF de Dakar Plateau pour une fois encore manifester notre mécontentement. Et puis la coalition des organisations en synergie pour la défense de l'éducation publique, COSYDEP, s'inquiète de la crise éducative en ébullition depuis un certain temps au Sénégal face au bras de fer entre les syndicats et l'État du Sénégal. La structure appelle le gouvernement et les syndicats d'enseignants à la table des négociations pour sauver l'éducation sénégalaise à presque 3 mois des vacances scolaires. Cheikh Mbow, le directeur exécutif de la COSYDEP, est au micro d'Ibrahima Khalil Djemel. Nous sommes en train de traverser une situation scolaire assez inquiétante à 3 mois de la fin de l'année et nous pouvons tous constater que le besoin de travail de l'enseignant est menacé. Les investissements des parents sur leurs enfants sont sérieusement compromis. Les enfants sont exposés à de graves dangers avec de forts risques d'abandon. Le débat national ignore la situation et privilégie des polémiques politiciennes. L'instrument de construction du capital humain est perturbé. L'espoir placé dans l'école comme ascenseur social est en train de vaciller. Il faut constater que les perturbations révèlent une injustice
profonde car seuls les enfants des écoles publiques sont touchés. Plus de 150 heures perdues suite à 6 plans d'action. Ce déficit horaire est un désastre pédagogique. Le boycott des évaluations fragilise la qualité des apprentissages scolaires, le suivi des apprentissages et la régulation pédagogique. Les menaces et autres intimidations radicalisent les acteurs, compromettent les efforts de recherche de solutions. Un cycle plan d'action contre ponction salaire qui ne produit que de la tension conduit à une impasse dangereuse. Pensons que le Premier ministre doit être convié à conduire personnellement le dispositif de monitoring en tant que chef de gouvernement, garant du fonctionnement des services essentiels au premier rang desquels l'éducation. Notre conviction est que le président de la République doit être sollicité pour échanger directement avec la communauté éducative afin de rassurer les acteurs et d'impulser une nouvelle dynamique. Un accord minimal doit être acté pour recréer la confiance et garantir le retour au fonctionnement régulier de l'institution. Une résolution ferme doit être prise pour mettre à profit les 3 mois de vacances en vue d'aborder collectivement les vraies questions à enjeu. L'avenir de l'école ne peut pas être pris en otage. Le bras de fer permanent ne saurait être une réponse pragmatique et porteuse. Un sursaut patriotique responsable, un courage raisonné et un dépassement républicain s'imposent. Chaque jour qui passe creuse davantage le fossé et fragilise l'avenir des enfants. Autant est au courage réfléchi et à la responsabilité collective. L'école, pilier de la nation, ne saurait sombrer dans un silence inquiétant. Notre conviction à la Rochedem, c'est que l'école, notre part, et nous devons nous mobiliser et mobiliser tous les acteurs au bénéfice de la stabilité de l'école, sans quoi aucun chantier ne peut prospérer. Dans le reste de l'actualité, le syndicat autonome des chauffeurs de taxis urbains du Sénégal, SACTUS, c'est la nouvelle structure créée ce week-end par les transporteurs pour défendre leurs intérêts. Les chauffeurs de taxis, lors de cette rencontre, dénoncent les tracasseries administratives et la concurrence déloyale avec les plateformes en ligne qui constituent un frein sur leurs activités quotidiennes. Je propose d'écouter Malik Diop, il est leur porte-parole, il est au micro d'Ibrahim Khalil Djemé. En ce moment, le secteur du transport rencontre beaucoup de difficultés. Il y a le transport irrégulier, il y a la concurrence déloyale, il y a les nouveaux plateformes numériques qui sont là, qui ne respectent pas la nouvelle réglementation. Donc, vu tous ces problèmes et la vétusté du parc, vu tous ces problèmes, nous avons décidé de mettre en place ces syndicats pour apporter d'abord des solutions, mais aussi pour défendre notre profession au grand bénéfice des chauffeurs et des acteurs du transport. On avait entamé cette bataille judiciaire avec nos regroupements, mais tout le monde connaît la décision du justice le 24 septembre passé. Mais nous avons consulté nos avocats et nos conseillers juridiques. C'est pourquoi on a interjeté appel. Dans les jours à venir, on va aller à la cour d'appel pour qu'on essaie de rejuger cette procès parce que nous croyons et nous sommes fermes là-dessus que le transport, les professionnels du transport doivent faire le transport. Ceux qui ne respectent pas la réglementation ne doivent pas faire le transport. S'ils veulent intervenir sur le système de transport, ils n'ont qu'à respecter la réglementation. Les premières priorités, c'est d'abord de défendre les intérêts moraux des travailleurs, de professionnaliser le secteur du transport, d'essayer d'apporter nos solutions pour un renouvellement du parc et la réorganisation du secteur. Ce sont nos 4 piliers que nous comptons défendre pour mieux apporter nos contributions pour l'amélioration des conditions de vie des travailleurs qui sont les chauffeurs et les professionnels du transport. La commune de Thiaroye-sur-Mer semble être écartée de la mise en œuvre du projet de la dépollution de la baie d'Anne à travers un communiqué rendu public ce week-end. La municipalité évoque n'avoir reçu aucune analyse sur les études environnementales, raison pour laquelle elle exige la reprise des études d'impact par l'ONAS et la direction des aires marines communautaires protégées pour garantir un meilleur cadre de vie à Thiaroye. Je propose d'écouter Ousmane Diaw, il est membre du cabinet du maire de Thiaroye. Notre communiqué fait suite à un dossier de presse que nous avons reçu qui vient du comité de pilotage du projet de dépollution de la baie de Anne, dans lequel on fait état de la situation d'évolution du projet de dépollution de la baie de Anne. Et comme vous le savez, Thiaroye-sur-Mer fait partie des communes impactées directement par le projet de dépollution de la baie de Anne. Et le constat général que nous avons fait, c'est que le projet a un réel problème de gouvernance. Il y a un comité qui a été mis en place. Ce comité de suivi devait être convoqué régulièrement pour discuter avec les différentes entités de l'état d'évolution de l'exécution du projet de dépollution de la baie d'Anne. Et aujourd'hui, ce comité n'a jamais été convoqué. C'est qu'une commune comme Thiaroye-sur-Mer, qui est partie prenante du projet, impactée directement par le projet de dépollution de la baie d'Anne, est totalement exclue de tout ce qui se fait dans le cadre de la gestion du projet de dépollution de la baie d'Anne. Et c'est ce que nous ne comprenons pas. C'est pourquoi je dis qu'on n'a pas peur, mais c'est parce qu'on n'a pas compris réellement la façon dont le projet est géré. Aujourd'hui, beaucoup de collectivités sont impactées directement par le projet. Je peux citer Thiaroye, je peux citer Mbao, Bani
Ziguinchor, Diamaguène Sicap Mbao, etc. Mais c'est des communes qui sont totalement exclues. La preuve, sur le dossier de test, on ne voit pas aucune commune qui a participé à cette rencontre-là. Alors que, comme on le dit, tout ce qui se fait pour moi, sans moi, c'est fait contre moi. Comme vous le savez, la restructuration de Thiaroye-sur-Mer, c'est une exigence des populations de Thiaroye-sur-Mer dans le cadre du projet. Comme le maire le rappelle très souvent, on ne peut pas dépolluer la baie sans pour autant restructurer Thiaroye-sur-Mer. Je le répète, les populations de Thiaroye-sur-Mer l'ont répété à plusieurs reprises. Tant que Thiaroye-sur-Mer ne sera pas restructuré, l'objectif qui est visé à travers ces solutions ne sera jamais atteint. Et ça, on vous donne rendez-vous pour très bientôt, quand les travaux seront finis et que Thiaroye ne soit pas restructuré, ils vont eux-mêmes se rendre compte sur le terrain que la situation n'a pas évolué. Cet élément met un terme à la première partie de cette édition. La seconde partie, c'est la page internationale, le sport et la revue de la presse. À présent, l'Inter. Actualité internationale. Qui nous mène au Moyen-Orient. Au 17e jour de la guerre au Moyen-Orient, l'armée israélienne a annoncé aujourd'hui avoir lancé des opérations terrestres limitées et ciblées contre le mouvement pro-iranien Hezbollah dans le sud du Liban. Les pays du Golfe continuent à être visés par des drones, notamment Riyad, qui a annoncé en avoir intercepté plus de 60 au-dessus de son territoire lundi 16 mars à minuit, dimanche 21h temps universel, selon le ministère de la Défense. Le ministre iranien des Affaires étrangères a affirmé dans une interview publiée hier que la guerre opposant son pays aux États-Unis et en Israël ne prendrait fin que lorsque l'Iran serait certain qu'elle ne pourrait se reproduire. Et dimanche soir, l'armée israélienne a dit avoir des milliers de cibles à frapper en Iran. Nous avons un plan précis et planifié. Nous avons encore des milliers de cibles en Iran et nous identifions chaque jour d'autres cibles, a déclaré le général de brigade F. Defrin. Toujours concernant cette guerre au Moyen-Orient, le président américain Donald Trump a déclaré hier que les États-Unis pourraient de nouveau frapper l'île de Harg juste pour le plaisir. Il a ajouté avoir des discussions avec l'Iran, mais que Téhéran n'était pas encore prêt à mettre fin à la guerre. Au même moment, le président français Emmanuel Macron s'est entretenu hier avec son homologue iranien Massoud Pezeshkian, l'appelant à permettre le retour en France de Jacques Paris et Cécile Kohler. Les frappes israéliennes sur le Liban ont tué depuis le 2 mars 850 personnes, dont 107 enfants, a annoncé hier le ministre de la Santé dans un nouveau bilan. À présent, c'est la page sportive. Solo Média. L'actualité sportive. L'actualité sportive sur Solo Média le matin, c'est l'affaire de Lamine Senghor. Bonjour. Merci, bonjour à vous Fatou Abdoulaye. Bonjour à toutes et à tous. En basketball, le Sénégal a enregistré sa 3e défaite au tournoi de qualification à la Coupe du Monde féminine 2026. Oui, vous l'avez dit, c'est dans la nuit donc, du dimanche à ce lundi matin que le Sénégal a concédé sa 3e défaite en s'inclinant face, bien sûr, au pays hôte Porto Rico sur le score de 56-47. À l'issue d'un match très disputé, pourtant les Lions étaient à une seule victoire de se qualifier à la prochaine Coupe du Monde à Doha, au Qatar, après leur succès contre la Nouvelle-Zélande. Malheureusement, cette qualification est loin d'être acquise puisque l'équipe nationale du Sénégal n'a pas réussi à enchaîner une deuxième victoire consécutive. Donc les Lions sont éliminés et ne vont pas participer à la Coupe du Monde, c'est ça? Oui, une question très pertinente aujourd'hui dans le cadre de ce tournoi qualificatif de la Coupe du Monde 2026. Mais Fatou Abdou, sachez que non, pour l'instant, les patates ne sont pas encore totalement cuites. Oui. Il y a toujours une place à prendre dans le groupe A. Il reste toujours donc des chances pour ces filles de se qualifier. Voici donc les scénarios possibles pour la qualification du Sénégal. D'abord, battre leur prochain adversaire, l'Italie, lors du match prochain qui se jouera donc demain mardi à 18h. Et de l'autre côté, espérer une défaite de Porto Rico face à la Nouvelle-Zélande. Les Lions joueront donc leur avenir demain avec l'espoir toujours intact de décrocher leur billet pour la Coupe du Monde, même si le pari ne sera pas du tout facile. Donc, pour répondre à la question, non, les Lions ont toujours donc des chances pour se qualifier à la prochaine Coupe du Monde. Et visiblement, très déçu après la défaite du coach Chersar, affirmant bien entendu donc que son équipe fera tout pour obtenir un ticket qualificatif pour la Coupe du Monde. D'abord, obtenir donc un résultat positif face à l'Italie. Je rappelle que ce match se jouera donc demain, mardi, à partir de 18h. Tout se jouera demain donc pour les Lions du Sénégal, que nous souhaitons bonne chance. Et pour parler d'autres choses, Fatou Abdou, le football, la 19e journée de la Ligue 2 sénégalaise se poursuit ce lundi avec 2 matchs au menu. Oslo FA au stade des Parcelles Assainies à 16h30 jouera donc ce soir face à Bambey. Parallèlement, au niveau donc, en tout cas, Djambar défiera
l'équipe de l'AS Douane. Nous reviendrons donc sur les résultats et sachez que pour la Ligue 1 sénégalaise, la 19e journée sera donc bouclée. Demain ou mardi, Guédiawaye FC qui va donc recevoir au stade Amadou Barry l'équipe de Génération Foot, toujours à 16h30. Et une autre actualité que nous suivons de près, depuis le Maroc, l'affaire des 18 supporters sénégalais détenus depuis la finale de la CAN Maroc 2025, le 18 janvier, rappelez-vous, puis condamnés